Christine Coutin, bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de temps. On est sur la chaîne TVLG qui doit mettre en valeur ce qui se passe sur notre territoire et surtout sur les personnages qui l'habitent. Christine Coutin, vous êtes une personnalité des médias. Vous êtes maintenant de chez nous, puisque Oui. si je ne m'abuse, vous habitez Gariès. C'est ça. Et vous nous venez donc de la grande capitale, dans un circuit média qui est la télé. Rapidement, comment on tombe dans la télé et rapidement, sous quelle forme? Alors, j'étais jeune étudiante, j'avais 24 ans. Faisais des études de droit parce que je voulais être commissaire-priseur. Je passe mes études de droit, mes parents ne savent pas, c'est un peu la catastrophe chez moi, familialement parlant. Et je me dis, il faut que je sorte de ma famille, il faut que je trouve un job. Voilà, et je rêvais de bosser à la radio, en fait, au départ, avec Pierre Bellemare. J'aimais beaucoup ses émissions de jeux, etc. Mais bon, ça s'est pas fait. J'avais eu un contact, mais ça s'est pas fait. Et puis, j'ai un de mes amis qui m'appelle en me disant, je vis avec une jeune femme qui travaille à la télé, viens dîner. Je suis allée dîner. La jeune femme en question travaillait pour les émissions de Christophe Izard, à savoir à l'époque, Les Visiteurs du Mercredi pour la jeunesse et Bill aux enfants, Casimir. Donc je suis allée voir ce producteur qui m'a engagée tout de suite en fait. Et je me suis retrouvée assistante de la jeune femme qui m'a permis d'entrer à TF1 sur l'émission Les Visiteurs du Mercredi qui était découpée en tranches d'âge. C'est des émissions pour les enfants. Donc il y avait les 6-10, les 10-13 et les 13-15. Et donc moi j'ai travaillé sur les 6-10 ans. Et mon job consistait, donc c'était des émissions en direct, tous les mercredis, agrémentées de dessins animés, mais il y avait des séquences, des présentateurs. À l'époque, il y avait Patrick Sabatier, voilà, il y avait un monsieur qui s'appelait Jacques Trémolin qui racontait des histoires sur les animaux, il y avait Nicolas Hulot sur la tranchée au-dessus, etc. Et donc moi je préparais des séquences, au départ j'ai démarré sur les livres pour enfants, et j'écrivais les commentaires et on faisait du bon titre, c'est-à-dire on filmait les livres avec le commentaire qu'on posait sur les images en fait. J'ai fait ça, il y avait des enfants sur le plateau, il y avait... Bon, en tout cas j'ai commencé comme ça. Au bout d'un moment, TF1 était racheté par Bouygues. Christophe Izard, qui avait le monopole des émissions de jeunesse, a été viré. Et on s'est retrouvés les trois responsables de chaque tranche d'âge à proposer une émission qu'on produirait nous-mêmes. Donc moi j'ai déposé un projet pour les 6-10 ans, je l'ai eu, j'ai produit une émission qui s'appelait Mercredi-moi tout. La jeune femme qui s'occupait des 10-13 a déposé un projet, celle des 13-15 a déposé un projet. Au bout de 2 ans ça marchetait et on nous a dit proposez-nous autre chose. Donc on s'est mariés avec une des deux collaboratrices et on a produit une émission qui s'appelait Vitamine, l'émission qui donne bonne mine, qu'on a produit un certain nombre d'années jusqu'à ce que on soit viré parce qu'il voulait qu'il y ait Dorothée qui vienne sur TF1 et du coup je me suis retrouvée au chômage. Voilà. Et là, est-ce que justement, oui. À l'époque, c'est pas hier, mais c'est pas très vieux non plus, Oui. cette politique comptable de l'audimat était aussi agressive et aussi exprimée par rapport aux autorités? En tout cas, sur la guerre entre les chaînes, oui. Et sur les émissions jeunesse, c'est sûr que la guerre TF1, France 2 sur les émissions jeunesse, elle était là et bien là. Sauf que Christophe Izard, à l'époque, était un homme de poids et qu'à partir du moment où ça n'a plus été lui, on était plus fragile, on était jeunes, on était plus fragile. Et donc, voilà, donc ils sont allés chercher Dorothée pour l'amener à TF1. Mais quand Bouygues est arrivé, ils avaient les moyens, ils ont pris Dorothée. Enfin, voilà. Donc dans ces cas-là, on s'accroche aux branches. Alors on s'accroche aux branches. À l'époque, il n'y avait pas de contrat. Moi, j'avais des contrats à durée déterminée
sur chaque émission pendant 10 ans. En fait, ça a duré 10 ans, cette période-là, etc. Et je me suis retrouvée sans job. Bon, après, je me suis débrouillée, j'ai fait un procès, une jurisprudence, et j'ai réussi à avoir des indemnités, mais j'étais quand même au chômage. Et donc après, j'ai bossé dans le privé, j'ai travaillé dans la boîte d'Antoine Decaune, j'ai moi-même fondé une boîte de production, ça marchait pas, j'étais X années au chômage, jusqu'à ce qu'on me rappelle pour travailler sur un jeu, dessiner c'est gagner. Ça n'a pas duré longtemps non plus, et les années passent, Je cherche du boulot et un des auteurs, comment expliquer ça? J'ai décidé d'aller retrouver ma camarade qui coproduisait Vitamine, qui travaillait dans une boîte de production et qui avait changé de domaine, je dirais, dans la production et qui produisait des séries jeunesse. Donc je suis allée la retrouver et à partir de là, on a produit Fantomette, Les Compagnons de l'Aventure, Classe Mannequin, Cœur Caraïbe, tout ça en production. Et j'imaginais moi-même des concepts, enfin Classe Mannequin fait partie d'un des concepts qu'on a co-imaginé à plusieurs, avec Brigitte Sabon, je la cite si elle voit ça un jour, et surtout, et Cécile Roger-Machin. Voilà, et pendant X années, j'ai travaillé. C'est comme si je repartais à zéro en fait, parce que la fiction et une émission jeunesse au quotidien, ça n'a absolument rien à voir. Il y a un langage particulier pour l'écriture scénaristique. En fait, j'ai fait mon stage tout en travaillant. Justement, depuis le début, on entend quand même le public jeunesse très présent dans ce parcours-là. Oui. C'était des fibres, une volonté. Pas du tout. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Mais ça m'allait très bien. Mais non, pas du tout. Ce qui est donc après a changé. Oui, parce que si vous voulez, dans ce métier, on est étiqueté et quand on fait de la fiction, en l'occurrence pour la jeunesse, c'est du 26 minutes, c'est des formats particuliers, on est catalogué. Si on réussit là-dedans, eh ben, Christine Coutin, elle fait du 26 minutes et voilà. Bon, après, on est venu me chercher à TF1 pour que je fasse de la sitcom. Toujours en production, donc la production consiste à tout gérer, en fait. C'est ce que j'allais dire, production, oui. Qui dit production dit argent. Alors moi c'était le côté artistique, l'argent était donné par la chaîne, après il faut que ce qu'on développe rentre dans le cadre d'un budget bien sûr, mais moi c'était l'artistique, vraiment c'est ça qui m'intéressait, le financier ne m'a jamais interpellé. Donc là c'était de la sitcom, toujours du 26 minutes, mais entre une fiction tirée de la littérature enfantine et un sitcom, ça n'a rien à voir en format. Dois-je développer la différence entre les deux ou pas? Oui. Non, peut-être par rapport à ces 26 minutes, oui. On va dire, oui. Le facteur temps est important et que je dois inévitablement vous amener sur ce titre qui oui. Est Plus belle la vie. Donc je vais faire plus court. Donc j'ai fait beaucoup de 26 minutes de sitcom et ma lutte dans le métier, puisque j'étais connue pour ce que je savais faire, a été de me dire je vais faire du prime time, parce que tout ça a été diffusé avant 20h. Je vais faire du prime time, je vais faire du prime time. Bon. Le parcours, je ne vais pas rentrer dans le détail. Toujours est-il que j'ai appris qu'il y avait un feuilleton qui devait se développer, qui était Cap des Pins, pour France 2, toujours engagé chez le producteur et pas dans une chaîne, pour produire Cap des Pins. Donc j'ai produit Cap des Pins, qui se tournait en Bretagne et à Paris. Et puis, à la fin de ça, j'ai pu trouver un job pour faire du prime time, en me jurant que je ne ferais plus jamais. Prime time, pour les c'est-à-dire après c'est la vitrine la grande vitrine de l'audiovisuel. Et que je ne ferais plus jamais de feuilleton parce que c'est un job crevant. Crevant. Bon, donc les années passent encore, je vous passe les détails. Et mon mari voit dans Télé 7 jours, France 3 va développer un feuilleton quotidien, il cherche quelqu'un pour s'en occuper dans la chaîne. Une fois, deux fois, les gens du métier m'appellent, non. Et puis j'ai réfléchi en me disant que c'est des métiers, et si la feuilleton marche, ça fait travailler tellement de gens. Voilà, je me suis dit, j'y suis allée presque comme un engagement politique en me disant, il y a moi qui sais le faire en ce moment, puisque j'ai produit Cap des Pins, donc il n'y en a pas 36 qui savent le faire. Je suis allée à France 3,
Ils m'ont engagé tout de suite, ça s'est pas fait tout de suite, mais voilà comment ça s'est fait. Donc au départ, Plus belle la vie, qui s'appelait Mistral gagnant au départ, dont on n'a pas gardé le titre à cause de la chanson de Renaud. Voilà. J'ai lu 110 projets. Mon premier job sur Plus belle, ça a été de lire les 110 projets et de faire la sélection. Donc ça a pris plus de 6 mois. 110 projets d'auteurs différents ou... Tous différents. Oh. Alors là, il y a un cahier des charges. On vous dit on fait un feuilleton quotidien. Donc un feuilleton quotidien implique un certain nombre de séquences, implique dans... Là l'argent est vraiment essentiel, même dans les autres fictions, mais vous savez, vous n'avez pas beaucoup de temps pour tourner. Il faut absolument mélanger les séquences par décor, c'est-à-dire tout ce qui se tourne dans un bar, toutes les séquences doivent être regroupées, tout ce qui se tourne à l'extérieur, tout doit être regroupé, ce qui se passe dans une chambre ou dans un hôtel, tout doit être regroupé. Donc, quand on parle recette d'un feuilleton, c'est surtout sur la mécanique de tournage et l'écriture et le nombre de comédiens surtout. Parce que vous cross-bordez les scènes et il faut au moins 14 comédiens au départ pour pouvoir se dire, pendant qu'on tourne les scènes dans l'hôtel, eh ben, on va tourner les scènes en extérieur avec d'autres personnages. Donc voilà, donc dans moi, j'avais ce savoir-faire puisque j'avais produit, j'éliminais déjà tous les projets qui n'étaient pas faisables. Voilà, il y avait des choses assez fantaisistes, c'était assez rigolo. Enfin, toujours est-il qu'il en est resté 10, qu'il en est resté 5, qu'il en est resté 2, et c'est Mistral gagnant qui a été choisi. À partir de là, on développe, puisque pour... Le choix, un comité particulier? Oui, alors, des hauts chefs, le directeur de la fiction, il y a tout un comité, la com, il y a beaucoup de gens autour pour voir si le projet est viable. Alors moi, je l'avais fait, la sélection. Je savais que le projet était viable par sa structure, parce qu'il proposait dans une Bible, parce que les producteurs proposent une Bible avec les personnages qu'ils imaginent comme histoire, l'humeur générale et en particulier la philosophie de Plus belle qui était le vivre ensemble et le tournage à Marseille, c'était incontournable pour le soleil, parce que comme on tourne en extérieur, on ne peut pas se permettre d'avoir des jours de pluie, d'avoir à se rapatrier sous un vent quand il pleut, etc. Ce qu'on a fait, mais il fallait du soleil. On ne voulait pas d'accent, donc certains comédiens en avaient, mais on ne voulait pas d'accent. Et on voulait développer les histoires des personnages dans leur quotidien. Voilà. Donc on a démarré, moi je venais de TF1, et un feuilleton quotidien pour moi c'était plutôt une chronique quotidienne. Donc c'était la vie de telle famille, la vie de l'autre famille, etc. On s'est rendu compte à la diffusion que ça marchait pas du tout, pas bien en tout cas. Et on a fait venir le spécialiste mondial des feuilletons, qui est un Australien qui vit en Italie, qui s'appelait Wendell, et qui nous a expliqué que non, un feuilleton quotidien, il fallait des cliffhangers, c'est-à-dire que la fin des épisodes devait donner envie de revenir le lendemain. Et du coup, le cliffhanger induit du polar, des intrigues, etc. Donc on était déjà à l'antenne, il a fallu faire le tri des histoires qu'on achetait à la poubelle pendant qu'on était en diffusion quotidienne, et réinventer, et à partir du moment où on l'a fait, au 60e épisode, ça a commencé à décoller, et là, ça a marché. L'horaire de diffusion était formidable aussi, puisqu'on était diffusé à 20h20, et on s'est rendu compte qu'on a réuni les familles de France, en fait. Voilà. Alors une question, oui. Quand on part, on est à l'origine, on a lu tous ces scénarios, on va dire, oui. Est-ce que le résultat correspond à ce qui a été plus ou moins imaginé à la lecture? Ah bah oui. Tout mon rôle était... C'était ça. C'était ça mon rôle. Ouais. C'est-à-dire que les textes, la psychologie des personnages, les intrigues correspondent à l'état d'esprit de France 3. Ça aurait certainement pas été la même chose si ça avait été Canal+. J'aurais pas, moi, orienté, on n'aurait peut-être pas choisi ce projet-là. Donc il y a une certaine satisfaction de l'issue, du résultat, malgré les contraintes avec... Alors au début non, parce qu'on trouve que la lumière est moche, on voit que certains décors, on se dit, oh ben tel comédien, on ne s'est pas dit ça d'ailleurs tout de suite, mais moins fort qu'un autre, ou on va mettre, tel comédien est formidable, on va plus développer les histoires pour lui, enfin, il y a plein de critères qui rentrent en question. Et alors, maintenant qu'on peut parler, c'est du passé, puisque
le statut À part que c'est reparti. Oui, tout à fait. C'était Mais fin l'année en ce qui vous concerne, Ouais, oui, la 18 retraite ans, 18 ans. méritée est là. Quel est on va dire le waouh, c'était super. Et puis par contre, ça m'a pesé. Alors, Le ce qui waouh, était super, c'était d'être dans l'air du temps, c'est-à-dire que chaque épisode correspondait au jour de diffusion, et d'essayer d'anticiper au niveau sujet de société ce qui allait être traité et tomber pile au moment de la diffusion à ce qui se passait en France. Donc ça, c'était... ça a été une des qualités de ce feuilleton. Oui, Souvent, c'était mis en avance. Voilà. Donc ça a été absolument extraordinaire. Oui. Voilà. D'être en phase avec... D'être en phase et puis trouver les bons sujets et d'élargir l'état d'esprit des Français, il faut le dire, sur le vivre ensemble. Parce qu'on a vraiment fait bouger les choses. Par Donc, contre, allez, quelques éléments cauchemardesques. Il y a dû y en avoir. Des relations avec le producteur quand on présente la chaîne. Avec les acteurs? Moi non. Mais il y en a eu. Bien sûr, entre le producteur et les acteurs, il y a eu. Mais non, franchement, on a choisi des comédiens qui venaient plutôt du théâtre, qui avaient un esprit de troupe. Et il n'y a jamais eu de... Non. Vraiment pas. Il y a eu des... que je ne veux pas être angélique. Bien sûr qu'il y a eu des clashs par moment, mais ça donc visiblement, ce titre très connu, à mon avis, ça redémarre. Ça a redémarré. Quelques attaches encore, quelques contacts, quelques fibres. Oui, on sait quand on quitte le métier que plus personne ne vous appelle, alors vous avez 150 000 coups de fil par jour. Mais bien sûr, j'ai encore des attaches, évidemment. Bon. Et comme dans beaucoup de filières, ça a changé un petit peu de ton ou ça garde ça a changé dans la mesure où c'est TF1 qui diffuse, c'est pas la même ligne éditoriale que France 3 ou France TV. Donc, pour ne rien vous cacher, j'ai pas trop regardé parce que ça me fait mal et que j'en rêve encore presque toutes les nuits, c'est insupportable. 18 ans de ma vie, je suis encore en désintox de Plus belle la vie. Et puis, oui, moi je regarde plus. L'image est plus belle pour TF1, plus flashy, la lumière n'est pas la même, il n'y a plus le décor de la place du Mistral, qui était quand même le symbole de Plus belle la vie, où on a été critiqué parce que ça avait un côté carton-pâte, mais il y avait cette âme-là, pendant 18 ans chez les Français. Voilà, aujourd'hui tout est en extérieur, il y a une partie studio, mais c'est pas du tout la même conception. 18 ans, c'est un chiffre, donc ça fait combien d'épisodes? 4300. C'est énorme. C'est énorme. C'est un record, il semblerait? Ah oui, oui, ça sera toujours un record Plus belle, même avec son année d'interruption. Là, je pense qu'ils doivent être autour de 1000. Donc, satisfaisant, fierté fierté, forcément. Parce que je me suis dit, si ça marche, il y a 4 feuilletons quotidiens aujourd'hui maintenant en France, produits par la même maison de production, dont un produit par France Télé directement. Vous imaginez ce que ça fait travailler comment? Tous les techniciens de Marseille sont venus travailler sur Marseille, il y a une formation professionnelle extraordinaire, ça fait marcher le tourisme, donc, ça fait travailler plein de comédiens, plein de scénaristes qui se sont formés. On ressent chez vous quand même, ressent chez vous un certain altruisme très présent. Ce qui est, ah ben oui, puisque vous parlez que ça fait vivre du monde et tout, mais maintenant à titre personnel, des regrets, des peut-être pas. Doit-on aborder ce sujet? Si, c'est. C'était extrêmement dur de le quitter, ne m'attaquez pas là-dessus. Donc je n'insisterai pas. Voilà, et des regrets non, parce que j'ai plus 20 ans et qu'il fallait bien s'arrêter un jour. Donc j'aurais dû m'arrêter. Il me manque, oui, il me manque. Et bien, on va rester sur cette parole très sensible, visiblement, qui révèle quand même une grande partie de votre personnalité. Merci 1000 fois. J'espère qu'on se retrouvera pour que peut-être YouTube, si j'ai bien compris, c'est l'intérêt au niveau grand public d'avoir envie d'y revenir. Comme les épisodes. Je ne connaissais pas le terme. Je pense le rajouter. En tous les cas, Christine, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être vous et de nous avoir fait partager cette tranche de vie qui a été sûrement très animée. Allez, alors, félicitations.
Merci. À très bientôt. À bientôt.